Monsieur Sylvestre, bonjour. Bonjour Christophe. Ça va? Mais oui, très bien. Alors, on va faire une petite série de vidéos. Cette première vidéo, on va parler de l'évaluation des étudiants à distance, un sujet d'actualité en ce temps de confinement qui intéresse toutes les universités, partout dans le monde, hein, celles qui sont dans le froid, celles qui sont dans le chaud, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, vous avez fait un super travail à l'Université de Lausanne. Et je me suis dit, ça serait sympa si on pouvait en faire des petites vidéos. Et tu m'as dit, ok, partant. Donc, on va faire une série de plusieurs vidéos qui vont suivre. Vous trouverez les liens sous cette vidéo sur l'évaluation à distance. C'est ça? Mais oui, c'est ça. Donc, c'est un travail qu'on a fait en collaboration avec Unidistance. C'est notre université à distance en Suisse. Donc, on est 4 à avoir produit ce document et à mutualiser nos expériences pour essayer de mettre en place ce guide pour l'évaluation. Très bien, j'ai trouvé qu'il était très pratique, bien séquencé, donc on va reprendre le même séquençage et donc on va faire une petite introduction avant de faire une évaluation de ces étudiants en ligne. On va se poser les bonnes questions. Alors dans le guide, en fait, on a structuré en plusieurs parties pour se poser des bonnes questions. Les premières qu'on proposait, en fait, c'était de se poser les bonnes questions en tant qu'enseignant. Le premier point qu'on a mentionné, en fait, c'était est-ce que je suis prêt à changer les modalités de mon évaluation? Alors souvent, dans les règlements d'études, dans les plans d'études, on a une modalité qui a été définie. Alors ça, c'est vraiment le point de vue administratif. Et est-ce qu'on a l'opportunité de pouvoir changer cette modalité? Donc par exemple, si ce qui était prévu, c'était un examen écrit sur table, est-ce que j'ai l'occasion de pouvoir le changer en un examen oral à distance ou le transformer en contrôle continu, par exemple. Ouais, donc là, c'est vraiment modalité de contrôle des connaissances, les MCC, qui doivent être définis au début d'une formation, normalement. Voilà, c'est ça. Théoriquement, on les définit au départ, ça fait partie d'un règlement, c'est des choses sur lesquelles on peut bouger d'habitude. Donc là, à la fois, ça va nécessiter d'avoir des changements au niveau réglementaire. Donc mon institution m'autorise à effectuer ces changements, et puis après des modalités pédagogiques. Il y a aussi des questions sur l'organisation, sur le temps à consacrer à l'évaluation, parce que ça c'est pour les enseignants qui n'ont jamais fait d'évaluation en ligne, ils se posent beaucoup de questions sur combien de temps ça va me prendre. Exactement, en fait, c'est les mêmes questions qu'on doit se poser lorsqu'on fait une évaluation en présentiel. La question du temps qu'on a à disposition pour préparer un examen pour nos étudiants. Alors nous, on l'a partagé en 3 grandes phases. La phase de préparation de l'épreuve, donc c'est là où je vais construire mon examen, la question d'examen ou les questions d'examen, hein, ou une banque de questions d'examen si on est sur des QCM par exemple. Est-ce que j'ai du temps dans cette phase de préparation? Donc là, en général, c'est la phase qui a lieu en même temps que la période de cours. Est-ce que je vais avoir du temps à disposition pour le déroulement de l'épreuve? Donc là, en général, c'est pendant la période d'examen. Est-ce que j'ai juste une journée à disposition? Est-ce que je peux étaler ce déroulement de l'épreuve sur plusieurs jours? Donc là, c'est pareil. Quelle sera ma disponibilité à ce moment-là? Et puis, la dernière phase, c'est la phase de correction. Est-ce que je vais avoir des délais stricts pour rendre mes corrections d'examen, ou est-ce que le délai peut être plus étendu aussi? Ce qui fait que ça me permet d'identifier les phases dans lesquelles je serai plus disponible. Et dans le document, ce qu'on a proposé, en fait, c'est les différents types d'épreuves qui vont être présentées vont avoir des avantages et des inconvénients par rapport au temps à mettre à disposition pour préparer, effectuer le déroulement ou pour corriger. D'accord. Moi, j'ai beaucoup de questions aussi sur la sécurité. Comment je peux surveiller mes étudiants? Comment on peut savoir qu'ils ne trichent pas? Des choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur sécuriser les examens. Vous avez peut-être entendu parler de tout ce qui est cette notion de proctoring. C'est un terme qui a apparu récemment dans nos universités. Alors, ce n'est pas un terme récent parce que c'est utilisé dans pas mal d'institutions qui font de l'enseignement à distance. Les questions qu'on peut se poser par rapport à cette sécurité, déjà, c'est est-ce que nous, pour notre examen, on a besoin d'un niveau de sécurité très élevé? Est-ce que c'est une épreuve très sélective, par exemple? Si c'est un concours où il y a des places limitées, peut-être que ça peut valoir le coup d'avoir quelque chose de très sécurisé. Si on est sur des épreuves qui sont
moins sélective. Je ne sais pas si ma modalité d'épreuve c'était un contrôle continu avec 4 ou 5 contrôles continus. Peut-être que là, je n'ai pas besoin d'avoir un niveau de sécurité très très fort à chaque fois. Parce que les différentes épreuves vont me permettre de vérifier que les étudiants ont une certaine cohérence dans les travaux qu'ils vont rendre, par exemple. Ce côté de sécurité aussi, il a un défaut, c'est qu'au plus j'augmente la sécurité, au plus je fais passer le message pour mes étudiants que je les prends pour des fraudeurs. Donc il faut faire attention aussi à ça, c'est qu'en augmentant le niveau de sécurité, les étudiants peuvent avoir comme image une image de tricheur, et ça c'est pas forcément très bon, c'est pas forcément l'idée qu'on veut diffuser auprès de nos étudiants. Donc là, au niveau de la sécurité, c'est ça, c'est à la fois est-ce que c'est une épreuve sélective, et puis si c'est une épreuve sélective, là je vais évaluer le niveau de sécurité, et puis soit on va travailler sur des aspects techniques, soit après, pour éviter d'avoir un niveau de sécurité trop fort au niveau technique, on peut aller sur des changements des modalités pédagogiques. D'accord. Et côté étudiant, est-ce qu'il faut une préparation spécifique pour les étudiants? Est-ce qu'il faut penser à ça aussi? Tout à fait. Alors, pour les étudiants, lorsqu'on va aller sur ce type d'épreuve, si vos étudiants ne sont pas préparés à avoir des enseignements à distance et être évalués à distance, ça vaut vraiment le coup de préparer des examens blancs dans lesquels ils vont pouvoir tester en fait la modalité. Alors par exemple, si on est sur un oral à distance synchrone, ça peut être de rentrer dans l'outil qu'on utilise dans son institution. Je ne sais pas si on utilise Zoom, WebEx, Skype, de pouvoir utiliser cet outil en situation typique d'examen. Alors c'est vrai qu'il y a certains logiciels comme Zoom ou Teams qui permet d'avoir des salles d'attente, ce qui peut être assez pratique lorsqu'on doit faire passer plusieurs étudiants à la suite. Donc là, les étudiants ils vont se connecter à l'adresse qu'on leur aura communiquée. On va leur demander de patienter dans une salle d'attente virtuelle. Et puis, lorsque ça sera leur tour, la caméra va s'allumer et ils vont pouvoir commencer à passer leur examen. Mais tout ça, ça nécessite une prise en main. Et pour ça, ça vaut le coup d'avoir quand même des examens blancs. Pareil pour les QCM. Au niveau des QCM, si les étudiants n'ont pas l'habitude de travailler sur des QCM qui vont être en temps peut-être très limité, plus limité pour éviter d'avoir trop de triche, là c'est pareil, il va falloir que les étudiants puissent s'entraîner à cette modalité. Si on utilise des QCM intelligents, c'est pareil, ils n'ont peut-être pas l'habitude d'avoir utilisé ce type de QCM, donc là il va falloir les entraîner également. D'accord. Eh bien, merci pour cette introduction. On continue la série de vidéos, les liens sont en dessous. Merci Manu. Merci Christophe.